Alright. T'as pas besoin de te le mettre dans la bouche. Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. On commence ça sur le fly. Sur le fly. Est-ce qu'on... C'est ça. Coucou! C'est ma toune d'intro, j'aime ça en plus. Allô. Hey, je vous laisse tous vous présenter un après l'autre avec vos noms, puis je vais Ou tout partir en même de là. temps. Ouais, tout en même temps. De toute façon, ils ont tous écouté les vidéos des caisses d'avant, ils sont habitués que 5 personnes parlent en même temps. Non, sérieux? Ouais, des fois. Je me souviens pas de ça du tout. Hein. Donc, on entend JP Barbeau. Coucou! Allô? Ça va? Oui, ça va Oui. très bien. Vous autres aussi? Personne ne parle, tout le monde est gêné. Là. C'est Mhm. juste des micros, hein? J'ai pas. Ils nous ont donné de la sauvie juste pour starter, pour être sûr qu'on Comment soit ça prêt qu'on a de pour la faire survie? On est où, là? On va commencer tranquillement. Je sais pas, on est où? On est à Donner. Ben ouais, mais t'as Donham. Deux caméras en même temps. Fait qu'on s'est invité à Donham, ça a l'air. Juste avant Noël. On s'invite chez les gens juste avant Noël. Faites Et bien. on a plein de gens qui ont dit on a du temps, mais pas trop. Mais c'est ça qui est Fait le fun de la que- oh Canam, ouais. c'est tout le temps du va-et-vient Part de ton personnes. Il y a podcast. tout le temps Non, 60 faut que qui j'y aille passent dans à Rochelle. Vas-y, pas de problème. Je m'appelais Éloigné. Ah oui, merci. Là. Je suis furtif. Au revoir. Comment qu'on prononce ton nom? Date. Non, je veux dire Éloi. C'est-tu Éloi ou Éloï? Non, c'est une Éloi. blague. Et là, Diète, j'aurais compris. Là. De toute façon, mon surnom, Diète. Ah, j'avais pas pensé non plus. Hein? Fait que je vais continuer. Simon, Ouais. Gaudreau, Vas-y. donc Merci. un des trois proprios avec Éloi. Merci de Puis pas vous Sébastien gêner. qui se promène, là, qui va sûrement retontir à mener. Fait que Parfait. Il ne faut pas se gêner, on est là pour jaser comme s'il n'y avait pas de micro, pas de caméra, pas de monde qui enregistrait. on a un autre Simon de chaque côté. Hey, autre Simon? L'autre Simon? Généralement, quand on demande à parler à Simon, c'est à l'autre qui va le parler, c'est pas à moi. Ah ouais? Pareil, Ouais. pour moi. Ah ouais? Ça me rassure. J'aurais peut-être changé de poste. Ça me rassure. Ça me rassure. C'est pas rien à sens unique. Là, c'est- Non, c'est cool. Et qu'est-ce que tu fais, autre Simon? Moi, je vais gérer les projets d'étiquette, l'esthétique, C'est l'artiste en résidence. l'artiste en Moi, je te résidence. présente tout le temps comme l'artiste en résidence. L'artiste en résidence. Ouais. Puis, C'est pas une petite série, ça? Comment on appelle ça? Là, J'allais le dire, mais il l'a. Je l'ai comme. une commission. Je vais pas dire une ça, là. exposition, Pas là. c'est pas le conservateur. Directeur mais artistique. le- Non? C'est pas ça, ouais. Comme le conservateur d'un musée, Ouais, mais mais- pour une exposition, c'est le. Mais en fait, tu sais, au niveau. Est-ce que. On va voir s'il est comme artist in residence. Tu sais, Est-ce que quand tu as tes dessins, il y a déjà un fond noir, puis tu fais juste mettre des couleurs dessus, ou est-ce que ça part à zéro? Ok, moi, je l'ai dit. moi, je dirige plus que tu sais, j'en fais, mais j'en donne plus que j'en fais. Mhm. Si on fait comme ça. Moins Ok. de jeunes. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle la Ouais, brasserie Donham. Tu sais. Parce qu'il donne âme. C'est plus facile quand tu te fais faire parler. Oh my Comme ça. god. Toutes les jambes Comme ça. Toutes les jambons du monde. Miam! Mais toute notre image de marque, tu sais, ça découle tout de Simon. Puis, Ouais. que ça. J'avais hâte de venir à Donham pour tout ça. J'ai hâte. Ah, mais là, il faut C'est- pas oublier que 77 ans d'âge à parler, là. C'est que ça va être long, ça. Ouais, c'est vrai. Et pas boy. Puis on a. Je la cache pas, celle-là. Ah, c'est 11 ans de Donham, mais en âge de chien, ça fait 77 ans. Ah, ok. Ça veut dire que j'ai l'âge de Yoda. Wow. En âge de chien. L'âge de Yoda, tu as. Bébé. Tu ressembles à bébé. Éloï. Et dans la personne qui était à la table Mais présente. ça doit être le brasseur, j'imagine. Moi, ça? Ouais, c'est ça. Je suis arrivé pas sur une soupe aujourd'hui. Comment c'est la première journée? Ouais, C'est c'est pas la journée. Salut, C'est Simon. ça. C'est même pas ça encore. Benjamin Mathieu, propriétaire microbrasserie Le Cheptel. On est en ouverture dans le coin de Sorel. Je passais dans le coin aujourd'hui, donc si je vais arrêter. Pourquoi pas? C'est ça. Pourquoi pas arrêter sur le podcast, non même? Je me suis fait pogner. Comment C'est ça, bon, ça? Elle, ici. C'est quelque chose? Idée. Mais outre la sauvie, on s'est fait servir un verre. Qu'est-ce qu'on s'est fait servir? C'est de la bière. Merci. En fait, on commence Venez avec chez la bière Donham, il y a de la bière. Bière de table, quand même une des bières, je pense que je bois le plus de la brasserie. Bière de table qui, tu sais, traditionnellement est un style belge, qui était généralement un espèce de tout penny, là, souvent d'une autre bière, qui n'avait pas nécessairement un style associé de la première bière, mais c'était comme tu faisais un deuxième passage sur tes céréales, puis tu faisais une bière à 1,5% d'alcool que tu donnais aux enfants. Puis c'est pas une joke, là. La mère
de ma belle-mère est belge. Elle vit au Québec aujourd'hui. 92, 13 ans, mettons. OK. Puis dans le foyer de personnes âgées, elle smuggle de la bière de table. Elle tripe vraiment. Là. Ah oui? Puis elle dit que c'est l'affaire qui rappelle le plus quand elle était petite en Belgique. Fait que de notre côté, c'est pas une vraie bière de table à proprement parler avec un deuxième passage. C'est une bière à part entière, mais tu sais, c'est une espèce de mini-saison si on veut. Puis il y a toujours à peu près 15% de bière de foudre, fait que dans lequel il y a des levures sauvages, puis il y a aussi des bactéries acidifiantes, là, surtout des lactobacilles. Fait que tu vas avoir une acidité lactique, mais en assemblage à 15% comme ça donne pas quelque chose qui est vraiment une bière sûre. Ça fait juste donner un peu de fraîcheur, puis un petit dry-up de houblons floraux qui fait que, en tout cas, moi je trouve que c'est comme un équilibre, là, un peu vineux, mais ça reste délicat, ça reste floral, c'est sec, c'est digeste, t'as de l'effervescence. Moi j'adore ça. J'ai un petit goût d'abricot, ça vient-tu du foudre? Des abricots, complètement. Ah, ok, cool. C'est de l'abricot de table. En fait, tu sais, je te dirais que c'est un mix de houblons qui ont quand même des profils floraux et fruités, mais aussi notre profil de fermentation sur ce genre d'affaires-là, nos mix de levure saison, levure sauvage, qui ont souvent un profil relativement fruité. T'sais, on n'est pas sur des profils de brette ici avec un registre, sauf sur des trucs barrel age longtemps. Généralement, on a des profils de brette assez clean. Là, la brette, souvent, c'est comme perçu comme. Quand les gens voient brette sur une bouteille, ils s'attendent à ce que ça goûte des fois le roadkill. Ça goûte vraiment un côté super fermier, animal, funky. Pour nous, je pense, l'attrait de la brette, c'est vraiment le fait que ça donne des bières qui sont très sèches parce que ça mange des sucres complexes aussi. Mais bien guidé, bien sélectionné, tu peux avoir des profils de fermentation relativement clean avec une touche subtile de funk. Fait que tu peux avoir de quoi qui n'est pas super wild, animal, funky. Moi j'adore ça, la brette pour ça, quand on est capable de faire de quoi de sec, mais de pas nécessairement fermier au bout. Là, Ouais, ça me rappelle je pense que ça le définit brasserie quand du même. coin, ça. Ouais, ben, non, c'est clair. Ça te nourrit. Si tu regardes, Pat a travaillé ici longtemps avant, fait que il y a quand même une proximité au niveau de la philosophie derrière les bières. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous définit aussi des profils de fermentation. Comme ça, on fait beaucoup de bières dans le même. C'est une des premières fois que j'associe funky puis roadkill dans ma tête. C'est Ouais, fait. moi je dis souvent que ça goûte le pot et mort. En fait, c'est aussi relatif à comment on étiquette les bières. Tu regardes juste la saison rustique, il y a de la brette là-dedans. La plupart de nos saisons, il y a de la brette, mais on le mentionne pas sur la bouteille. De la saison rustique, jusqu'à assez récemment, c'était dry hoppé, c'était houblonné à froid. Fait que tu achètes une saison fermentée avec des levures sauvages, houblonné à froid à 8-9$ à l'épicerie, c'est pas cher. Mais c'est pas marqué que c'est dry hoppé. Je ne l'ai plus, mais c'était pas marqué que c'était dry hoppé, puis c'était pas marqué que c'était fermenté avec des levures sauvages, je ne l'ai toujours pas. L'idée étant que quand les gens voient ça, ils ont des attentes. Mais tu peux dry hopper de quoi sans que ça goûte style pina colada. Là, en effet. Tu peux faire un dry up avec des houblons nobles qui va être relativement sobre et élégant. De la même façon que tu peux faire des fermentations avec des levures sauvages sans que ça goûte le pot et mort. Mais les gens ils associent beaucoup de brette puis ils associent beaucoup de dry up à dry up parce que ça va goûter la IPA puis ça va être hyper exotique, fruité. Puis brette, ça va être animal. Fait que c'est des affaires qui sont pas nécessairement mentionnées, mais c'est plus relatif à la philosophie de faire des bières qui sont comme élégantes, qui ont quand même de la complexité, mais qui tombent pas nécessairement dans la caricature systématiquement. Là. C'est du alerto blanc dans celle-là. En arrière. Ben, c'était Claude qui disait que Pat était ici longtemps, effectivement. Je pense que Ouais. l'une de ses premières versions de Brett qu'il avait faite ici, ça s'appelait la Jack Brett. Approche-toi. Ouais, un petit peu. Les micros sont déjà forts, mais si je rajoute. C'est un bon exemple d'utilisation. La Crystal Brett, il y avait la Jack Brett, puis il y avait la Big Tom. Ouais. Je pense que c'est la première. Dans les Mais tu sais, bouteilles, oui, c'est un bel exemple aujourd'hui de cette brewerie. En fait. Ah ouais, c'est bon. Parenthèse d'utilisation de la Brett sans que ça goûte justement Ah, absolument. le petit pot noir sur le bord de la rue. J'aime ça. Pourtant, Pat en connaît un rayon sur les poneys morts. Et autres animaux morts. Ce fut le commentaire avant qu'il quitte pour aller dans le corps. Je reviendrai. Ça ressemble-tu à ça d'habitude? On est tombé comme trop dans le vif du sujet vite. On est très sérieux, mais c'est super intéressant. Sérieux? L'important, c'est que ça soit Ah, fun. ben non, ça Ok, c'est va, bon. c'est parfait. Il n'y a pas Ouais, de tu dehors, live, en fait. ouais, ça marche juste pas. Ah non, non. J'enregistre, je fais du montage, je me casse la tête. Ouais, enlève Je tous dis les les bouts bouts qui sont sont sensibles, faits. puis il fait bang, 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 bang. Comme ça, là. Ça, Ça, c'est moi. Je suis là. c'est ça. Ouais. C'est un peu de tout. Finaux, mettons, pour quoi, 1 heure, 2 heures ou.
jusqu'à temps que les gens aient pu donner d'informations. En fait, Vous le dites quand vous êtes tanné. On attend juste le go. C'est que ça sert le piton aussi. Fait que là, Je pense que c'était la batterie, il fallait qu'elle arrête. Sébastien vient de nous rejoindre. Fait que Sébastien, Oui. tout le monde s'est présenté sauf toi. Là. Tout le monde, sauf tous les autres qui vont venir après. Là. Oui, c'est ça. Ben, écoute, je me présente. Je regarde là. N'importe où. Tu peux regarder en avant de toi, il y a pas Ok, je vais regarder les lois. Ah, là, s'en va. Sans aller. Ben, je me présente. Sébastien Gagnon. Moi, j'ai fondé la brasserie en 2011. C'est pas ta première brasserie. Hein? C'était. Ouais, ça, c'était un autre projet obscur avant. À la base, moi, j'ai fondé le vice-versa. Puis avant ça, il y avait d'autres choses, mais qu'on n'aimera pas nécessairement là. Mais bref, je l'ai fondé en 2004. Fait que c'est ça. Je trempe dans le monde de la bière depuis presque 20 ans. J'ai eu le vice-versa jusqu'à l'année dernière. En fait, je l'ai vendu à mon partenaire et ami Patrick Gould. Mais c'est ça. Depuis un moment, c'était lui quand même qui l'opérait à Montréal. Et puis, moi, j'ai fondé la brasserie en 2011, comme je disais. Eloi est arrivé en 2012, fin 2012. Simon nous a rejoint en 2015, I guess. Fait que c'est un peu ça. Moi, je me considère pas comme un brasseur dans la vie, même si j'ai brassé professionnellement ici les premières années quand on a fait un move de changer notre équipement en 2014. J'avais appris avec Eloi, j'ai adoré ça. J'ai eu les mains dans la vaisselle pendant longtemps. Aujourd'hui, mon rôle a changé, mais j'aime encore ça, gosser avec le tracteur dans le cours. J'ai fait des drops chez Bucky tout l'été parce que, bon, pour une raison obscure, que notre livreur était parti à la pêche. Mais bref, voilà, fait que c'est ça. J'ai touché à tout, dans le fond. Je suis autant capable de passer à mop, laver un drain, faire un transfert, brasser. Aujourd'hui, comme je vous dis, je suis plus impliqué nécessairement full-time dans l'opération de la brasserie, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu garder quand même proche, parce que j'aime ça quand même, puis j'aime encore ça aujourd'hui, après toutes ces années. Je pense qu'on le voit tout le temps aussi, là, quand Donham, vous avez une belle présence, je pense, la gang, les trois proprios, mais toute la gang autour aussi, vous avez une belle présence, vous êtes toujours, on voit tout le temps plusieurs de la gang partout où est-ce que Donham est. On essaye, puis en même temps, moi, comme je vous parle aussi, peut-être pas m'effacer, mais donner peut-être le micro à des gens qui le méritaient aussi, dans le sens où on pense à Simon Bossé, on pense à Dominique qui va venir tantôt. Puis quand Simon nous a rejoint en 2015, je me suis rendu compte que la personne la plus apte à communiquer le projet brassicole de Donham, c'était Simon. Parce qu'il venait du milieu du vin, on tripe sur le vin aussi, ça marchait avec ce qu'on faisait, avec tout l'élevage en barrique. La façon de communiquer ça amenait un discours qui était nouveau aussi, qui différait du mien, qui l'avait fondé, cette brasserie-là. Puis je pense que nos visions sont rapidement alignées, au même titre qu'avec celle de Eloi à l'époque. Fait que c'est ça, c'est aussi oui, c'est important qu'on soit là, qu'on soit présent, on aime ça. Mais c'est le fun aussi de donner la parole, puis comment dire, la fleur, puis la tape dans le dos à ce qui le fait vraiment. Parce que j'ai jamais été une personne qui a pris de crédit sur l'ensemble de l'œuvre. Moi, j'ai fait partie du rouage. Je me suis organisé pour que ça se passe. Encore aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je chapeaute ça à patente, puis quand on est dans la marde, ça tombe sur mon bureau. Puis quand il y a une marde qui arrive, ça tombe sur mon bureau. Mais je suis capable de faire d'autres choses aussi. Mais ça a toujours été ça mon rôle. Puis c'est important que quand il y a des succès qui sont connus, parce qu'on était chanceux, on a vraiment comment dire, on était vraiment chanceux, un beau parcours brassicole, tant au Québec qu'à l'étranger. On a travaillé fort pour ça, mais c'est pas un one-man show ici, là, comme il y a dans d'autres brasseries, c'est peut-être le cas, mais ici, ça ne l'est pas. C'est vraiment un travail d'équipe, puis ça, c'est ça qui est le fun aussi, après toutes ces années, en fait, d'arriver avec, de garder ce drive-là, mais de pas oublier que c'est ça. Ça me rappelle une petite anecdote. Ça tombait dans le cliché, le travail d'équipe, machin, c'était pas une idée, là, mais c'est ça. Ouais, ça me rappelle une petite anecdote. Je suis allé, j'en parle après ces 2 épisodes, je suis allé à Tchéquie. En fait, il y a un lien avec plein d'événements. Là-bas, il y avait un gars de l'Ontario, un brasseur de l'Ontario, que j'ai revu après ça en Ontario à l'OCBC, qui est comme le pendant, pour ceux qui nous écoutent, le pendant de la FBQ, le congrès de la FBQ, mais de l'Ontario. Je l'ai revu là, je l'ai revu avec son associé que je connaissais pas, que je connaissais pas à ce moment-là. Et puis, je suis allé après l'OCBC chez eux, puis là, c'est dans le coin d'Hamilton. Puis là, je suis assis au bar, puis il ouvre à peine, puis là, on est en train de boire une coupe de bière, puis là, je regarde, sur le coin du bar, il y a un sticker de Donham. Je me dis, oui, non, c'est Chris, ça donne seconde. À Hamilton, je sais bien que Donham est connu de tout le monde, puis de partout, je veux dire, je pense que c'est de la framboise noire en plus, le sticker. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez Donham, c'est à côté de chez nous, ça. Il se dit, oh, oui, on a fait une collabo ensemble.
C'est quoi? J'ai fait une collab, c'est Tree Block. Block Tree, ça dit. Fait que là, c'était la wheat de ouf, si je comprends bien, c'est ça, hein? Une blanche avec du miel. Ouais. Fait que là, c'était très C'est drôle. une wheat avec la Lover d'Escarpment Lab. Ouais. On l'a fait beaucoup, ça, tu sais, des collaborations, tant ici qu'à l'étranger. C'était. À la base, tu sais, on s'est exporté pour la simple et bonne raison qu'on voulait aller se benchmarker dans le monde, aller voir ce qui se faisait de mieux dans le monde, pour être capable d'avoir un regard critique sur ce qu'on faisait à la base, sur ce qu'on fait en fait. De dire, aller voir les meilleurs, aller voir ce qui se fait de mieux. Puis au fil du temps, on s'est rendu compte, tu sais, on s'est pas rendu compte, ça fait des années qu'on aime ça, le voyage. Moi, j'en fais partie depuis que je suis jeune, que je voyage toutes les années. Puis là, j'ai été capable à un moment donné de linker ça avec ma job, puis on a été capable de linker ça avec ce qu'on fait au quotidien. Fait que c'était à la fois trippant parce que, tu sais, puis on s'exporte, puis c'est un grand mot, là, dans le sens où ça reste autour de 6% de nos ventes annuelles. 6 à 7 % puis ça inclut le restant du Canada. Sauf qu'on exporte quand même dans des créneaux de niche, que ce soit en France, en Belgique, on a exporté en Pologne, on a shippé en Chine, machin. Mais vraiment dans des créneaux de niche. C'est drôle parce que Simon parlait plutôt avant que ça commence que les gens pensent que ça fait comme 35 ans que la brasserie existe, mais c'est pas vrai, ça fait 11 ans. On a l'air de des vieux papis là, qui sont sur le dans le temps, ça pas de même. Mais c'est la fête de même. On dit ça pareil, c'est ça pareil. Mais ça fait quand même juste 11 ans, tu sais. Puis souvent, on s'en est rendu compte, la perception, particulièrement à l'étranger, puis même au Québec, tu sais, pour les gens qui nous connaissent peut-être moins, quand ils entendent le nom Donham, ils s'imaginent qu'on est gros, là, que c'était une shop là, avec trois trucs pour recevoir des 53 pieds, puis c'est un feu roulant, puis ça prend un gars qui fait la circulation dans le parking. C'est pas ça, pas en tout. Là, mais c'est parce qu'ailleurs, c'est ça aussi. On est au Ouais, Québec, ça, en fait. On a c'est clair. particularité. Ce modèle-là aux États-Unis, les modèles équivalents à Donham aux États-Unis, mais c'est vraiment plus gros, tu sais, alors qu'ils Quand on a organisé Food du Unis, tu sais, on savait des brasseries, qu'il y en a plein qui avaient ça, puis ils checkaient les cubes en arrière, ils disaient comme « Ah, c'est ça, c'est cute. » C'est Mais j'exagère. Le fermenteur, c'était le propagateur. C'est quand t'as Modern Style, tu débarques chez nous, puis ils checkent ta patente, ils sont comme « Holy shit, les boys. » Genre, vous travaillez là-dedans. Continuez votre bon travail C'est plus humain. C'est cute, ils font un hug. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que, tu sais, pour reprendre un peu ce que tu dis, là, si tu veux faire de la bonne bière, je pense que c'est important de savoir c'est quoi de la bonne bière, puis d'être curieux, puis de goûter. Puis aujourd'hui, on s'en rend moins compte parce que la microbrasserie au Québec, elle a rattrapé un peu pas le retard, mais elle a rattrapé un peu le reste du monde. Puis même, on est on est comme, on innove, puis je pense qu'on a une scène brassicole qui est extrêmement qualitative en moyenne. Si tu checkes la qualité moyenne de ce qui se brasse au Québec, c'est solide. Puis tu as de la diversité aussi. Mais si tu recules justement 11 ans en arrière, les États-Unis étaient comme quand même en avant en termes de style. Des affaires comme on en parlait tantôt de la IPA. Il y a 8-10 ans, il n'y en avait pas plein de tablettes. Tu peux répondre, t'inquiète. C'est correct. Il y en avait combien au menu ici il y a 11 ans de la IPA? Écoute, au début, tu sais, quand on a commencé avec des affaires comme la American Pale Ale, je sais pas si tu te souviens des 3 Pale Ale, tu avais la Pale Ale anglaise, Pale Ale belge, Pale Ale américaine. Puis après ça, tu avais la Pilsner, genre Danam Pilsner, là, qui était brutalement amère pour l'époque. Puis tu avais une fois de temps en temps des affaires genre la Pale Ale 2.0. Tu as eu 2 versions de ça, c'était comme des affaires à 100 IBU, mais ça n'existait pas, tu sais. Puis après ça, tu as à l'affût qui a commencé à faire des affaires comme la Ruine Papier, puis qu'il y avait aussi justement des séries houblonnées que tu avais le droit d'en acheter une bouteille de 341 ml à comme 4 piastres et demi, ce qui était brutalement cher. Fait que tu sais, des bières houblonnées en sauvage, quand même, ça existait juste pas. Puis quand c'était fait, c'était juste de l'amertume ou presque. Tu n'avais pas encore le côté super séduisant, aromatique. Tu sais, on parle de l'époque où est-ce que des affaires comme The Alchemist au Vermont, ça en était assez balbutiement, c'était un brewpub encore, il n'y avait pas encore l'usine, tu sais, à Waterbury qui a ouvert un peu après. T'avais pas de Treehouse, t'avais pas genre de Trillium, t'avais pas d'affaires de même. Tu sais, c'est venu après, en fait, tu sais, c'est des affaires qui sont plus récentes que nous, c'est étonnant à dire. Mais les choux, le fameux nouveau classique. Ouais, tu sais, c'est ça pareil, là, c'est des brasseries aujourd'hui qui sont comme moins cool parce que c'est établi dans le domaine de la bière houblonnée et easy. Mais reste que ces bières-là, c'était comme vraiment wild à l'époque. Fait que, tu sais, voyager, c'était aussi ça, c'était d'aller voir un peu ce que les autres font. Tu sais, de la saison funky, ça n'existait pas. Tu sais, il y a plein d'affaires de même. Le barrel aging, c'était comme
assez nouveau puis réservé généralement aux bières noires avec des fûts spiritueux, avec la lancée de Goose Island, c'était quand même plus longtemps, on s'entend. Mais tu sais, la bière élevée en barrique, c'était des fûts de Bourbon pour la stout. De la même façon que la stout au café avant la pêchée mortelle, puis à peu près en même temps la Speedway Stout en Californie. C'est pas des affaires qui existent depuis 50 ans. Là. Je veux dire, c'est des affaires qui sont relativement de l'histoire moderne. Tu sais, les stouts au café, Chris, c'est genre début des années 2000. Là, ça fait pas 50 ans de ça. Ouais. Fait que. Mais c'est ça, même si l'idée de s'exporter, c'était de créer des liens aussi. Ouais. Puis on était vraiment comme. D'un début, on était comme. Et encore aujourd'hui, tu restes, tu vas ailleurs, tu te fais inviter dans un événement, excuse-moi, qui est prestigieux dans n'importe lequel pays, tu fais quand même merci la vie, on est là, puis on fait comme, hey, on est content, on se pince dans la vie. Tu devais recevoir un tabarnouche des invitations. On en reçoit beaucoup, là, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, on les sélectionne, on en fait. Comme Benjamin, sinon, Benjamin est venu, on les fait avec. On va faire de cadeaux. Il va falloir que ce soit bon. Juste là. Ce que je veux dire, comme, surtout en Europe, on a eu comme vraiment une ouverture par rapport, particulièrement en Belgique et en France. On était étonnés de la réponse des gens, d'ouverture des gens qui nous recevaient. Encore, elle doit être allée en fait de l'été. C'était quasiment un parcours de rockstar, tu te fais recevoir, c'est fascinant. On comprend pas toujours pourquoi. Non, c'est weird. Là, surtout qu'elle doit, tu te dis ouais. Ouais, tu sais, je veux dire. Rien à comprendre. Il faut vivre l'expérience. mais pour vrai, là, en France en particulier, moi, ça m'est arrivé de me faire reconnaître en tant que client dans un bar, pas pour un événement de l'âme, un bar genre un peu craft beer à Bruxelles. Puis c'est du monde qui. J'ai une tuque à d'âme. Puis il y a du monde qui vient de me voir, puis ils font comme hey, tu la brasserie de Donham, on a vu ta tronche aussi sur le Facebook de Donham. Puis je suis comme ouais, mais ça, puis en France en particulier, les gens ils trippent vraiment, puis ils viennent nous voir, puis ils nous font goûter des affaires, tu sais. J'allais faire un festival de bière à Bordeaux juste avant la pandémie, puis là, tous les exposants sont venus nous faire goûter leur bière un après l'autre. Puis justement, tu avais beaucoup de Brett Roadkill, des affaires de même. Là, tu sais, je faisais goûter, j'avais de la bière de table en fuge, tu sais, ça c'est la Brett là-dedans, mais tu sais, c'est comme sobre, élégant. Hey, t'as un estico cover de téléphone, mon gars. C'est beau travail. Je t'avais jamais montré mon cover de téléphone. Nice, en plus. Ouais. En fait, je vais peut-être enlever le UL. On n'est pas assez cool pour avoir de la merch nice de même, parce que notre artiste en résidence ne ferait pas des affaires cool comme ça, mais mais c'est vrai que la perception que les gens y ont des fois de Donham ailleurs, tu sais, elle nous étonne. Puis des fois, on comprend pas trop pourquoi. T'sais. La France, c'est un marché en particulier qui sont vraiment. En fait, il faut dire qu'en France, tu as beaucoup de brasseries. La scène brassicole française, elle a évolué là, à une vitesse débile. Puis ils se sont un peu garochés à mon goût dans. On fait de la Easy IPA à fond, puis de la Stout au Gogos. Fait que je trouve qu'il manque un peu de diversité peut-être dans l'offre. T'as ça, puis t'as même des petites brasseries de région, genre avec des fils, l'étiquette, puis de la rousse. Là. Qui est comme un peu genre de la quéquette blonde de rousse. Je pense que ça commence à changer. Ça change. J'ai remarqué là, quand il y a. J'ai vraiment trouvé je trouvais vraiment que le marché français avait évolué. C'est ça, ça a évolué pendant la pandémie. Là. Ouais. J'ai l'impression que les brasseurs pendant la pandémie se sont un peu. Ils ont goûté leur bière, puis ils ont préféré mieux. Mis du temps. Il y avait plus de temps. Personne avec à vendre va falloir la boire. Tu parlais de diversité. Tu parlais de diversité. Là-bas, j'ai vu les premières brasseries qui se spécialisent dans les lagers. Il y a des gars qui font de la brette qui ne goûtent pas le roadkill. Il y en a de plus en plus. Mais tu as raison aussi, il y a 4-5 ans, c'était assez. Mais il pourrait y avoir de la place pour plus de brasseries qui font des affaires funky liées au vin, à l'élevage en barrique. Fait que ça change effectivement, mais pendant un bout, je pense que ça, c'était une affaire qui faisait qu'en France, c'était perçu, ou en Europe même, ben en Belgique moins, parce que c'était quand même les producteurs de l'Empire, on s'entend. Mais le vin, là, c'est une chose, par exemple. Est-ce que c'est pas. Vous la connaissez beaucoup plus, évidemment, que moi, la scène en France, là, puis en Europe, peu importe. Le lien entre. Je dirais pas le lien. La perception du vin par rapport à la bière est clairement différente d'ici. Est-ce que ça a un impact sur justement le fait que ça se rapproche pas? Le vin, c'est genre, faut pas mélanger ça avec rien. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que c'est deux univers qui se parlent pas beaucoup en France. Puis le vin, il y a eu un espèce de gros passage là, à vide, où est-ce que les gens ne voulaient plus boire du vin parce que c'était la boisson des parents, puis c'était comme un peu rejeté. Puis, tu voulais plus te péter avec des vodka Red Bull dans un club. Puis là, le vin, c'est revenu, mettons, dans les 2-3 dernières années avec, ben non, j'exagère, plus 5 à 10 ans, mettons, avec le vin nature,
Où est-ce que c'est comme, faut pas se prendre la tête, tu sais, on fait des trucs vraiment genre légers, funky, sans prétention, avec des étiquettes, avec des animaux dessus. Fait que ça, c'est revenu beaucoup, genre, ben c'est ça, pareil. Le vin nature a comme ramené beaucoup de jeunes, genre, tu sais, qui se sont intéressés au vigneron. Puis t'as beaucoup de top produits là-dedans, puis t'as aussi beaucoup de n'importe quoi un peu. Puis la craft beer, ça a été long avant que ça pogne parce que ça coûtait cher par rapport au vin, d'un. Fait que ça coûtait cher virer une brosse avec de la craft beer. Tu sais, c'est encore 10 € la pinte dans un bar de bière de micro, tu sais, c'est rough, là. C'est cher en plus. Ouais, genre, tu sais, quand tu peux t'acheter une bouteille de vin à 2 €, là, on s'entend que ta pinte est à comme 14$. Là, Pas juste en France non plus que c'est comme ça. Là. Non, c'est ça, il y a d'autres places dans le monde. Tu sais, mettons, ça m'a fait en Espagne. En Espagne, là, la bière de microbrasserie, il y a 3, 4, 5 ans, c'était genre 1% de la consommation, c'était la bière de micro. Mais c'est parce que un 4-pack, les bières étaient juste vendues à l'unité, comme c'est souvent le cas en France aussi, à 5 € la bouteille. Puis tu pouvais acheter des 24 de cannes de bière cheap à 5,25 € la 24. T'sais. Fait que la différence de prix, ici avec le prix minimum sur l'alcool, acheter une Molson X à l'unité en 3,41 ml, ça va te coûter 2$, puis tu peux commencer à acheter de la bière de micro à 3$. J'imagine qu'il y avait aussi une part de snobisme là-dedans, parce que la culture du vin en France, en Europe, c'est beaucoup plus présent qu'ici. Oui, mais c'est pas nécessairement vu. Tu sais, les grandes maisons qui vont travailler avec des brasseries, la bière, c'était la boisson du peuple, puis c'est le pauvre monde. Mais t'as des Français qui trippent sur le vin, qui sont super intéressés, qui connaissent ça au bout. Mais reste qu'il y a une perception aussi que le vin, c'est un aliment pour une partie de la population qui est plus vieille, ou qui a toujours vu ça sur la table sans se poser la question, puis tu achètes des affaires locales pas chères, souvent en cubitainer, puis des affaires de même, tu sais. Fait que t'as comme les deux qui cohabitent, mais c'est vrai que c'est deux mondes qui se parlent peu, tu sais. Mais c'est drôle parce que, je sais pas, on a parlé de vins nature qui s'en viennent, puis qui ont fait des changements dans les habitudes de mise en vente. Moi, je trouvais dernièrement que les étiquettes de bière ressemblaient de plus en plus au vin, puis les étiquettes de vin ressemblaient de plus en plus aux bières. On dirait que les deux essayent d'être l'autre, en fait. Ben, en fait, c'est pas tant d'être l'autre, mais moi, ma vision de la chose. Ben, c'est parce que, en fait, moi, ma vision de la chose, c'est que les deux, c'est la continuité de la même passion. C'est d'écouter des affaires, puis de faire des affaires qui ont une identité, là, idéalement. Tu sais, l'identité, ça peut être relié, t'as plus de fret. Moi, non. Moi, je t'écoute parler, juste comme moi, j'ai pu. L'identité, ça peut être relié à bien des affaires. Dans le vin, on essaie généralement de définir l'identité en fonction d'un lieu. Dans la bière, tu peux essayer de faire ça en fonction d'un savoir-faire. Jusqu'à un certain point, tu peux avoir un lieu, tout est sa bière de temps encore. Ah oui, ben, j'ai pas pu. J'ai eu plus tôt. Ah, c'est à toi. Mais reste que c'est des mondes qui se parlent pas beaucoup, tu sais, la bière puis le vin en France. Puis comme les gens qui prennent les verres des autres, ouais. Pas beaucoup. Puis au Québec, il y a moins ça, il y a moins cette espèce de carcan-là. Puis je pense que ça découle du fait que le monde du vin québécois est relativement jeune, comme le monde de la microbrasserie est relativement jeune. Tu sais. Mais il y a aussi une espèce d'ouverture, effectivement. Il n'y a pas la notion de hiérarchie, tout ça est moins forte au Québec qu'ailleurs, tu sais. Qu'en France en particulier. Puis ici, cette inspiration-là est venue d'où? Est-ce que c'était dans les plans au départ de commencer à faire des bières qui étaient... Tu sais, l'utilisation du mort des raisins. La première fois qu'on avait fait ça, en fait, c'était avec l'orpailleur. Avec l'orpailleur. Avec du vin de glace. Exactement. C'était le vin de messe. En fait, vin de glace. C'était avec du vin. Mais c'était pas le Vidal pressé pour le vin de glace. Oui, c'était du... Oui. Non, la première batch. C'était du mou de vin de glace. C'était du mou de vin de glace. C'était du Vidal, mais ramassé à l'automne. Non. Non, bien avant ça, Simon. Avant que tu sois ici, Simon. J'avais une cuvée de glace, c'était du mou. C'était moi qui avais approché à l'époque Charles-Henri, puis on avait été chercher du mou, sauf qu'on ne pouvait pas faire, on avait intégré là-dedans. Ça, c'est la première version. Puis la deuxième version, c'était avec, c'est la Pourquoi pas, avec Christian Barthomeu. Avec ça avait gauché. Ça avait gauché. Ça, c'était vraiment dans le... Non, mais c'était tellement bon. C'était délicieux, mais tu veux toute la mousse qui sort de là. Ça te fait un lico de suite. C'est pas ça, un lico. Non, c'est pas ça, un lico? Non, c'est pas ça. L'île de Garde, on avait demandé pour un événement, puis j'étais comme, vous voulez vraiment une case? Hey, sérieusement, là, il y avait. On répondu genre pourquoi pas. C'était ça, à notre décharge, c'était Christian Barthemeuf qui voulait ça vraiment carb. C'est comme, t'es sûr, là, c'est comme, faudra que tu te watches dans ta shop. Tu trouves ça dans la grange, là, watch-toi, là, c'est comme.
sais, il faut que tu aies le bucket proche. Ça a été correct pendant 2-3 semaines. Les 2-3 premières semaines, c'était bien gazé, mais c'était parfait. C'est devenu incontrôlable. Mais c'était super bon, effectivement. Ce qui restait dans le ça fait partie des apprentissages. Il n'en restait pas beaucoup. Peut-être pas de même que ça se travaille. Tantôt, on parlait de c'était un travail d'équipe. Quand que Maxime Cloutier est arrivé ici, ça doit être en 2012-13 peut-être. Après toi, peut-être 6 mois après que tu es arrivé. Ça, ces affaires-là, on faisait des releases des fois, là, puis c'était pas tout le temps bien maîtrisé. C'était bon, mais c'était pas tout le temps bien maîtrisé, puis ça pouvait faire peur dans le frigo. Non, mais ça arrive à tout le monde. Je disais, le premier site de Nival, je l'ai ouvert, puis je pense qu'il me restait ça. Oui, mais c'est ça. Quelqu'un m'a dit c'est parce que tu l'as sabré. Mais ça peut arriver, l'important c'est d'apprendre, mais c'est ça qui va, je pense qu'il est en train de dire. C'est parce que, oui, ça peut arriver à n'importe quelle brasserie, moi j'ai pas vraiment de problème avec ça, mais la brasserie est supposée apprendre de ça, puis s'améliorer, puis travailler sur ça. C'est ça, c'était ça l'idée en fait, parce qu'il y a bien des affaires qu'on essayait, tu sais, puis on n'avait pas trop de cadre, tu sais. Tu sais, quand tu es un peu innocent dans la vie, tu essaies des affaires, tu te dis, tu y vas au feeling, tu y vas au pif, ça, on pourrait essayer ça de même, ça serait vraiment cool. Ah, oui, on fait ça, bonne idée. Tu sais. Le processus décisionnel, c'est sur le coin d'une table. Mais après ça, le rendu, il faut quand même que ça soit comme viable. Puis c'était ça qui manquait à un moment donné. Puis quand Maxime est arrivé, c'est de dire, OK, parfait, il a été capable de supporter ça, ces élans. C'est des élans de créativité, puis de dire, on n'est pas cadré par des paradigmes poches, de dire, non, on va faire juste de la bière de couleur avec des pitounes dessus, puis ça va être des rousses. C'était pas ça pendant toute la démarche. Là, non, parce qu'au début, quand on a commencé à faire de la fermentation de bouteille, moi j'avais une expérience minimale au Cheval Blanc de quelques petites cuvées qu'on faisait de la refermentation de bouteille dans la cave, puis je suis arrivé avec ces modèles-là pour faire ici de la refermentation de bouteille, puis ça marchait bien pour les bières de base, là, quand on faisait des trucs pas brettés en bouteille, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'on s'est mis à faire de la barrique et tout, il restait du CO2 carrément en solution. C'est ça, il y avait plein de paramètres qu'on ne savait pas, comme par exemple justement le CO2 qui reste dans la barrique, un peu dans la bière, on ne nous calculait pas ça. Moi, j'avais vraiment la méthode belge là, du 7 grammes par litre. Qu'on uniformisait dans le fond, puis que c'était 9 à 10 grammes par litre pour les bières en bouteille. Fait que c'est 9 grammes par litre, c'est pas toutes les bières qui peuvent prendre si... Puis on a posé les choses ici, de la culture d'attendre, de dire OK, on va attendre. Dans le BT, par exemple, on va attendre que ça se place. Je ne sais pas si le public est familier avec les outils de production, là, mais dans le cul, avant que ça soit embouteillé, avant de prendre la lecture pour dire combien tu ajoutes de sucre, si ajoute ce qu'il y a au besoin. JP essaie d'en parler une fois de temps en temps pour instruire les auditeurs. OK. C'est là que le genre fait c'est là que c'est plate, là. C'est pour ça qu'on a des chapitres. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il me dit pas que lui, c'est ça que je fais là. Non, mais c'est juste pour rendre en fait les lettres de noblesse à ce gars-là, à Maxime. Moi, ça fait partie des éléments marquants, si tu me demandes qu'est-ce qui a été marquant dans le développement de la brasserie de Nam. Ben, c'est sûr qu'il y a eu sa fondation, il y a eu l'arrivée d'Éloi, l'arrivée de Simon, il y a Simon Bossé qui a tout pris l'aspect visuel, d'avoir une direction artistique, même si on n'a pas vraiment de signature corporative comme toutes les autres brasseries peuvent avoir. Il y a beaucoup d'éléments qui ont façonné en fait ce développement-là. Ouais. Puis qu'on arrive aujourd'hui à avoir quelque chose un parcours atypique comme bien du monde ici qui gravite autour de la brasserie, que ce soit tant au niveau des employés que du fanbase de la brasserie, c'est souvent des gens typiques, beaucoup plus que c'est le fun de voir corporate style. Ça a grandi au fil des années, tout s'est comme placé. Tu sais. Mais ça prenait du monde qui avait à la fois des idées de grandeur, ça c'est mon bout, des idées fuckées, ça c'est le bout à Éloi. Puis ça prenait quelqu'un qui disait ouais, mais là les gars, si vous mettez ça dans une bouteille, là, ça va exploser dans le char de quelqu'un, fait que ça marchera pas. Là, c'est comme. Puis après, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est ça. Puis après ça, dans ce temps-là, c'était pas grave. C'est comment dire les choses. Moi, comment dire les choses, mais non seulement ça, mais à une certaine époque, quand on faisait des releases ici, c'est pas si longtemps que ça. Là, le premier release qui venait nous aider, tu sais. On était dans les marches de la brasserie avec un printer qui marchait pas, il manquait de papier, il n'y avait pas de stylo. Le printer, c'était la version pimpée. Oui, c'est la version pimpée, c'est vrai. Moi, la façon dont j'ai commencé, c'est que j'avais fait un cours de brassage avec Michel Gauthier, puis j'étais allé avec Éloi au Cheval Blanc, on est devenus amis. Quand Éloi est venu ici, moi j'étais déjà client, j'achetais des bières, je tripais. Puis le premier release, j'étais venu, il y avait eu 47 personnes, ça avait été un shit show. Bossé, c'était sa première fin de semaine, il se faisait ultra chier là. C'était tout croche, tu sais. Là, j'avais demandé. Les bières étaient dans le frigo. Ouais, puis là, t'allais chercher les caisses, t'es mettais dans le frigo, puis t'es ressortais du fridge pour les vendre, puis ça avait pris 3 heures à se partir avec les bouteilles. Puis il y avait personne, tu sais. Fait que j'avais demandé, je peux-tu être ami et bénévole, si je peux-tu juste vous organiser ça à la mode. Puis la deuxième shot,
j'avais cassé un printer dans des marches avec un fichier Excel parce qu'on n'avait pas de projet. On allait calculer les taxes à la calculatrice. Puis Seb était venu voir quand même pas mal de cocktails à 4h30. Puis avec mon printer dans les marches, payé sur mon laptop, il m'a dit, man, c'était tellement professionnel. OK, il reste du chemin à faire, mais au moins, ça s'en va dans la bonne direction. Mais c'est ça, pareil, c'est parti avec. Ça n'existait pas les releases. On s'attendait pas à ce qu'il y ait du monde. C'est ça, je veux dire, ça n'existait pas les releases de bière. Il y avait du monde qui débarquait ici, il n'y avait jamais personne. Ils roulaient le trottoir en novembre, il n'y avait jamais personne. Puis il y a du monde qui se garochait. Étant relatif, 37 personnes, mais c'était plus que zéro. C'est comme. C'était les barres. Je me rappelle juste que Simon il avait acheté une caisse de saison réserve. Ça m'avait complètement. T'avais fait comme, écoute, man, vu que t'en prends une caisse, si je te fais ça genre à 10-12$, la bouteille, une affaire la même, j'étais comme, holy shit, il est done. Sur une fenêtre, c'est fou. Non, mais c'est ça, pareil, mais à l'époque, c'était cher. Mais tu sais, pour chiffrer la chose, le premier release, je pense qu'on avait vendu pour. Chose étant relative, là, je pense. 5 000 peut-être. Non, plus que ça. Je pense que c'était comme 16 ou 17 000 Puis 2 ans après, on faisait les mêmes releases organisés sur le sens du monde. Tu sais, avec la part de Simon, entre autres, puis de tout le monde qui s'était comme aussi relié à ça en disant. Je me souviens des releases comme ça, on avait fait 225 000 là, tu sais. C'est une fenêtre de 2 ans. Là, avec les pour une seule et même journée. Tu sais. Mais on c'est partait ça, de loin. ça n'existait pas vraiment, tu sais, les releases à l'époque. C'était important pour mettre des chiffres là-dessus, mais tu sais. Non, mais ça, en importance, c'est vrai ce que tu dis, puis je me souviens que ça revient souvent, ben c'est revenu souvent, peut-être un peu moins ces temps-ci, mais c'est revenu souvent sur, c'est tout le temps un problème, les maudits releases partout, c'est tout le temps compliqué, c'est tout le temps difficile, puis là, avec les nouveaux trends, c'est des masses de monde qui arrivent dans un petit endroit pour acheter le même produit qui n'est pas disponible anyway, parce que la c'est vraiment ça. On ferait plus ça, mais tu sais, à une certaine époque, il y avait du monde. Vous avez toujours été un exemple, c'est ça, je le thinking, ça a toujours été de dire, faut pas qu'il y ait de line-up ici. Tu sais, idéalement, le monde arrive, il faut qu'il y ait une frette dans le line-up, si le line-up il y a. Il faut que ce soit plaisant, tu sais. On voulait tout sauf avoir un line-up dans l'optique que le monde ne se fasse pas chier. T'arrives avec tes kids, mettons, là, puis t'as pas 3 heures à perdre dans le line-up. Tu veux juste partir avec tes frettes, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, bon, il y a d'autres modèles, on les nommera pas, mais c'était comme, c'est le fun là, de prendre une photo du line-up. Il y a quelque chose de valorisant là-dedans, je peux bien croire. Ouais, c'est ça. Mais nous, on a toujours travaillé à l'inverse de dire, on veut qu'il y ait du monde fine, c'est sûr, tu sais. Mais on veut pas qu'il y ait de line-up. Il faut que ce soit fluide. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a toujours la réflexion de dire, le monde, on ne devrait pas les faire attendre, les faire chier. Puis quand même, on essaie de s'arranger le plus possible pour que l'attente, s'il y en a, elle soit le fun. Fait que, on a fait des pub quiz dans le line-up. On servait une frette dans le line-up. Il y a Pierre Clermont qui nous montrait c'est la bière dans le line-up. On a fait plein de C'était intense. Il faisait frette, il neigeait cette journée. Des chapiteaux. Fait qu'on a toujours travaillé pour ça, tu sais. Puis, paradoxal. Puis en plus, les gens peuvent précommander à l'avance. Fait que tu étais sûr d'avoir ton stock réservé. Fait que tu n'étais pas obligé de te pointer tôt. Même quand on faisait ça, si, mettons, ça a commencé à 11h. Il y avait quand même du monde qui venait faire le line-up à 10h moins quart, genre 1h15 avant l'heure du release, pour une commande qui avait déjà placée. On était comme, ben tu sais, je veux dire, ton stock est réservé, tu vas l'avoir anyway, mais il y a comme une espèce de culture du line-up. Puis là, faut que tu te demandes, genre, le monde aime ça faire le line-up parce qu'il y a comme une espèce d'épreuve là-dedans que tu as surmontée. Puis après ça, quand tu partages la frette avec le monde, c'est comme, hey, asti, genre, celle-là, là, j'ai rampé ses genoux là, dans la garnotte pendant 3 heures pour l'avoir. Fait que j'espère que vous réalisez la chance que vous avez. Fait que là, faut que tu te demandes, genre, tu fais ça pour nourrir ton ego et ta réputation, de faire souffrir le monde. Ouais. Mais tu sais, fait ultimement, si t'es capable de vendre ta bière sans faire souffrir le monde, il me semble que c'est juste mieux, tu sais. Mais je veux dire, ça. Tu sais, il y a des brasseries comme, mettons, qui sont en quête justement d'exposure, puis c'est normal, là, quand tu commences à te faire connaître, tu veux générer du hype, tout ça, qui des fois organisent des releases qui sont pas optimaux volontairement parce que ça crée du buzz, tu sais, forcément. Là, je veux dire, quand tu as passé 3 jours assis dans le désert pour avoir de la fête, ben oui, le monde trippe, puis là après ça, t'es comme. Mais on essaie de pas faire ça. T'sais. On essaie de rendre ça comme agréable. Tu sais, notre destination aussi, la réflexion il y a 5 ans, quand on faisait des releases de même, c'est que pour nous autres, c'était vraiment sportif aussi à organiser. Ça jammait la production pendant un bout. Fait que notre destination, c'est-à-dire on est capable de sortir des bières tripantes un peu tout le temps dans l'année pour que quand tu viens à Danam, il y a toujours des affaires tripantes juste disponibles sur place. Puis en même temps, tu vas ramasser d'autres bières qu'on fait qui sont, je pense, bonnes. De la bière de table, de la Sauvie, puis des affaires qu'on boit. Là. Mais là, on boit ça. J'ai bu ça la saison bleuée, puis
C'est assez bon. C'est bon, ça, c'est light, c'est digeste, ça se boit bien. Il y a un nouveau brasseur qui s'est joint à nous autres. Là, Ouais, donne ma place. Non, c'est parce que je vois le nom de ta brasserie. L'homme, il est modeste. Mais ça, c'est une des plus vieilles brasseries au Québec, mais que personne ne connaît. Sauf ceux qui sont autour de la table. Le micro est juste à côté. Parfait. On est carré. Photo en plus. Les Belize, c'est pas de bière avant, ça, c'est les bières. Ben, tu sais, c'est les bières les plus rares que tu vas trouver sur le marché québécois, à peu près. Tu t'envoies ton application. Envoyer celle-là. Parfait. L'amour. Fait que comment ça va, Dominique Malo? Ça va très bien. Là, t'es en production, puis là, tu viens de prendre un petit break ou t'as fini? La journée n'est pas finie encore, non? Il est de bonne heure. C'est la bière de l'après-midi. Mais, C'est quoi tu fais? On vient de bonne heure aussi. ouais. C'est quoi tu fais chez Jack Mystic, chez Donham, je veux dire? Là, je suis gardien de nuit. OK. Ça fit, hein? Je sais. Regardez la vertu. Tu rentres, t'es là, je sors, moi, tu sais. Ben, c'est ça. Je mets les gens qui veulent pas partir dehors. Là. Ça, c'est... Il y a un release, tu veux dire? Ouais, n'importe quand. Là. C'est... Ça s'assure de Parce partir que- la journée du bon pied pour ceux qui arrivent le matin. Ouais. Le café. Tu sais, pour qu'Yvette soit contente quand elle vient faire le ménage, là, pour qu'il n'y ait personne dans la place. OK. C'est pour ça. Fait que Dominique Malo, videur. De nuit. Gardien de nuit. C'est ça, videur de nuit. Non, mais tu sais, ça soit. Un titre, il faut que ça aille un peu de bling-bling. C'est juste videur, c'est ça. C'est quelconque. Là, c'est ça. De nuit. Videur de nuit, Ouais. videur de cuve, C'est pas la toute videur de nuit. videur de canne. Videur de nuit. Ça pourrait faire une belle. Ça pourrait faire un bon nom de bière pour Mélode. Oui, c'est vrai. Tu parlais d'image aussi. Mais je vais répondre, moi, à la question. Excuse-moi, 30 secondes. Ah, il pose des questions? Dans les gens qui sont arrivés dans ce processus-là, qui ont comme fait en sorte que c'était ce qu'on appelle des effets de levier là, en management, j'aime pas ça prendre ces termes-là. Dominique en fait partie aussi, dans le sens où quand Dominique est arrivé, il a fait comme bon, ok, la gang c'est le fun, vos jouets. Mais ce serait peut-être le fun de les ramasser à la fin de la journée. Je suis sûr qu'on les retrouve le lendemain matin, premièrement. Puis si vous faites de la bière, c'est important de vous rappeler que ça vous prend du grain et du houblon, minimalement, puis de l'eau. Fait que, tu sais, à partir du moment où vous êtes capable de jouer dans votre carré de jeu, puis de ranger bien vos outils la veille, le soir, pour le lendemain, ça va déjà bien mieux partir. Fait qu'on est parti de ça, tu sais. En effet. Puis après ça, ben, tu sais, Dom, c'est ça, il s'implique beaucoup dans les assemblages et il y a plein de projets qui sont sortis que il aime ça rester un peu plus dans l'ombre. Il dit qu'il n'est pas brasseur, mais il serait capable d'être brasseur 1000 fois. Il est gardé de la brasserie, finalement. C'est un excellent directeur de production. Gardien de nuit. 2 jours. C'est ça. Ça reste que c'est pas tous les projets qui sont toujours possibles non plus. Non? Genre le durian, c'est ça? Il y a certains fruits là, qu'on ne peut pas travailler. Oui, effectivement. Je vois pas le problème avec le durian. Ah! Il faut que je parle avec le directeur de production de nuit, c'est ça? C'est quoi la collabo en Floride? Avec Jay Wakefield? Oui. Jack Wakefield, c'est avec un fruit. C'était pas le pain bina qui est resté dans la Oui, chambre. c'est du pain bina. Pain bina, ouais. Il n'est pas resté en chambre froide, c'est sur le pain bina qu'on a shippé congelé en Floride. Pour des résultats. Pour des résultats très optimaux. C'était J'avais été vraiment brasser la loco, bière. circuit court en alimentation. J'avais été brasser la bière, on avait shippé les fruits. Puis 3 mois après, j'étais allé goûter la bière. Puis c'était Le désastre. butyrique à côté. Ouais. C'était une bonne bière au vomi de bébé. J'en revenais pas. Puis tout le monde là-bas était c'est fucking bon. J'étais découragé. C'est comme ça. Ok, c'est une grande brasserie, ça, qui fait des. La bière était dégueulasse. Ça goûtait ce qui se rappelait du pain bina, Oui, le le sorti, vomi. ben oui. Non, ben, le problème, il venait pas du pain voulu garder bina. votre nom dessus. J'étais juste déçu qu'il avait foutu C'était le déjà pain fait, bina ce qui qui avait est fait arrivé, le bras. c'était dans le Dans cadre de une son bière événement. qui était scrap à l'avance. Là. C'était Pas ouvert. sour mash qui avait mal tourné. Tu sais, c'est même pas proche de sour mash qui se tourne mal. Ça peut être Ah oui. Il n'y a plus grand chose à faire avec ça, en Je fait. me souviens d'une fois, on parlait de Pat Roy tantôt. Là. Une fois, des premières versions, on faisait des Berliner Weiss. Je disais, ah, Pat, c'est pas sûr. C'est comme. On avait rentré dans la brasserie le matin, puis il était tout content. Je pense que ça a bien été. J'étais rentré, puis j'étais même pas rentré dans la brasserie encore, ça sentait le vomi de pépé. Je suis comme, man, non, pas te décourager. Je pense que ça arrivera jamais, ce projet-là. Ça va juste goûter la mort et la marde tout le temps. C'est comme.
Bref, c'est drôle ça. Puis après ça, quand Max est arrivé, on a trouvé une autre façon de faire que de faire des sour mash. Pour faire des bières acidulées. Tu te souviens-tu de cette shot-là quand Pat avait fait sa BM, une des premières BM qu'on faisait dans le shop? C'était dégueulasse. Ça sentait les nachos. Ça sentait les nachos. Moi, ça m'est arrivé au cheval blanc. Au cheval blanc, ça, mais. C'est comme ça, j'avais laissé surir toute la journée. Je sais pas trop, j'étais venu bouillir le soir pendant qu'il y avait des clients. T'sais. La bière était partie en couille pendant le sour mash. Ça sentait le parmesan, mais à côté, les gens quittaient le bar. Je voyais des gens là, qui changeaient de bord de rue parce qu'ils hallucinaient sur l'odeur. C'était comme vraiment un désastre. C'est même que les règles de zonage changent. On a le droit d'ouvrir des C'est pour ça qu'ils n'ont jamais eu de terrasse. Ta brasserie qui sent le fromage. C'est la merde. Tu gardais ça en dedans. Tu vas-tu faire ça, Ben? Moi, je prends des notes. Moi, je prends des notes. Je me rends compte que je pense que je suis avancé dans mon projet, puis vous écoutez parler, là. Je sais même pas qu'est-ce qui s'en vient, là. Ouais, tu sais, quand au début, tu penses que tu prends des grosses bouchées, là, mais ça, on est loin de qu'est-ce qui se passe ici. J'ai beaucoup aimé tantôt, avant que ça commence, quand tu as dit moi, j'ai un projet à Sorel, je viens de là, c'est cool, c'est ça, c'est la fin. C'est une des seules villes au Québec qui a plus de brewpub. On voulait faire une ferme brassicole. On a juste commencé par essayer d'ouvrir ça. J'ai trouvé ça très sage de ta part. Pour vrai. En ce moment, c'est ça. Quand tu pars, petit cours d'entrepreneur qui veut tout faire, tu veux ouvrir une brasserie, tu veux faire pousser tes céréales, tu veux faire pousser ton houblon, tu veux avoir des animaux en arrière, tu veux avoir ta terrasse, tu veux que le monde... Tout soit possible, tu veux faire un agrandissement, puis finalement, tu c'est tous des métiers qui sont différents, qui marchent ensemble. Mais je suis pas tout seul là-dedans, on est deux, j'étais avec mon partenaire Yannick, puis tu sais, là, ce qui compte en ce moment, c'est juste, on vient d'avoir notre financement, d'acheter nos cuves, de commencer à brasser chez nous, parce qu'on brasse avec un partenaire qui est la Brew Shop actuellement, donc tu sais, c'est en contract brewing, c'est super bien ce qu'on fait, mais là, pour l'instant, j'ai hâte de brasser chez nous, sortir nos premiers produits, puis juste de partir, t'sais. Après ça, tout ce qui va arriver, on sait qu'il va en avoir des embûches, mais une fois que tu es parti, au moins tu peux. Tu peux attendre avant de faire des enfants aussi. Trop tard. Il est trop tard. On fait toutes la même erreur. Il y en a beaucoup, c'est ça, j'en connais d'autres ici qui parlent des enfants, puis ils ont un bébé naissant à travers ça. Tu fais comme. L'art de faire ça plus facile. C'est pas moi ça qu'on a fait. Oui, c'est pas moi ça qu'on a fait. Exactement, on a fait exactement ça. À un moment donné, à 20 ans, t'es trop jeune. Là, je viens d'avoir 30 ans. C'est comme, c'était le temps, mais tout arrive en même temps. C'est le temps de faire les progrès. Tous les progrès. Tout en même temps. Non, c'est ça. C'est rock'n'roll, mais on va s'en sortir. Là. On a une grosse affaire qui s'en vient en visant ouvrir l'année prochaine. Quelque part à l'été, on espère. Bonne chance. Mais ouais, vous êtes vraiment une inspiration. Je vous écoute parler, là, puis tu sais, juste tous les tests, les problèmes qu'il y a eu, on se dit, quand tu pars, ça va tout être beau, puis là, tu vas un release, le monde est cordé, puis ça attend, puis hey, ça va être de même. Puis là, tantôt, je t'entends dire, on n'aime pas ça que le monde attende. Je dis, c'est logique. Tu veux pas que le monde attende pour venir chercher ta bière, tu sais. Honnêtement, il y avait une réflexion au début, tu sais, parce qu'au début, l'attente, c'était vraiment involontaire de notre part, mais c'est comme, Chris, t'as 100 personnes. Il y a des bouts, il y avait un line-up solide, là, parce qu'on n'était pas équipés pour comme, passer du monde tant que ça. Là, t'es comme, hey, mettons qu'on fait attendre 100 personnes 1 heure de temps. Là. Je veux dire, c'est 2 semaines et demie de travail temps plein, là, genre de monde qui pourrait faire de quoi qui bénéficie à la communauté. Genre, on pourrait échanger du bénévolat qui risque. Tu sais, en tout cas, la réflexion, c'était de dire, oh les shit, c'est beaucoup de temps qu'on fait perdre à du monde à attendre debout d'un parking en garnotte qui est pas particulièrement beau. Surtout à l'époque, c'était moins joli, c'était moins bucolique un peu. Avec les vagues de drèche au soleil. Les vagues de drèche au soleil. On va le prendre personnel parce que c'est moi qui le pirate. C'était en arrière, à côté des poubelles. C'était comme, ouais, je sais pas, on pourrait faire mieux. Mais c'est ça, c'est pas non plus. Tu sais, faut être honnête. Faut que tu l'aies vécu. C'est ça, faut que tu l'aies vécu. Puis quand tu sais pas qu'il va y avoir du monde de 1, ben, je veux dire, t'es un peu pris par la surprise, mais après ça, tu te dis, Chris, on pourrait faire mieux, tu sais. Il faut que tu vois ça aussi en étapes, là, en fait. Là, parce que, tu sais,
le processus de démarrage, là, à partir du moment où est-ce que tu commences puis tu ouvres le jour 1, là, ça, c'est une réussite en soi. Parce qu'il y a bien du monde qui ne se rend pas là. À partir de ce moment-là, le jour 1, pour les prochaines années des affaires, ça, c'est un autre projet en soi. Ça se peut que ça se passe bien, ça se peut que ça se passe pas bien. Ça évolue aussi. Mais ça, c'est une réussite. De réussir un projet, ouvrir, dire au monde « Hey, salut, invitez tes chums pour la première journée », tu fais comme « Good job », tu sais. Ça implique que le financement, les rénaux sont faits, les tests sont faits, la bière est branchée, les tables sont lavées. C'est quelque chose, là, tu sais. Quand tu le sais, quand tu es passé par là, tu fais comme ça, c'est un job en soi, là, ça c'est un projet en soi. Ça c'est une réussite, après ça il y a le reste. T'sais. Merci de l'écoute, merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc merci de l'écouter, merci de m'écouter, merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages, ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!